Et si la précision métrologique tenait désormais dans la paume de votre main? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D et aujourd'hui on va parler du RevoPoint Metro X. C'est un scanner très prometteur avec des chiffres super impressionnants. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de ce que contient le kit du scanner et un petit peu les caractéristiques et les projets qu'on peut réaliser avec ce genre d'outil. Bien que ça soit un scanner au format compact et dans la manipulation qu'il soit très simple d'usage, ça reste quand même un scanner qui s'oriente vers un public semi-professionnel ou professionnel. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a un concours qui s'organise autour de cette vidéo pour vous faire gagner justement un Metro X. Donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'à la fin pour connaître toutes les modalités pour participer au concours. La première chose qu'on va pouvoir observer sur ce kit, c'est qu'il est reçu dans une mallette. La mallette, elle est protégée avec des mousses et ce qui vous permet également de la transporter un petit peu partout. Le Metro X est un scanner dit hybride, c'est-à-dire qu'il combine les technologies laser bleu multiligne et les lumières structurées avec un champ complet. Ça permet différents modes de capture selon le type de pièce et l'objectif du projet. C'est un scanner dit tête passive, c'est-à-dire que le scanner a besoin d'un périphérique extérieur pour venir traiter les scans que vous allez réaliser. Donc par exemple un ordinateur avec une forte puissance de calcul. En effet, ça fait partie des premières caractéristiques du scanner, mais en fait il ne fait pas le traitement directement lui. C'est-à-dire que l'ordinateur va récupérer toutes les informations que le scanner va lui envoyer et va les traiter au fur et à mesure avec le logiciel qui lui est dédié. Le scanner a plusieurs manières d'être utilisé. La première, c'est manuellement via vos déplacements autour du sujet que vous scannez, ou dans un second temps via l'utilisation du trépied. Le trépied, parlons-en. En fait, on va venir positionner notre scanner ici face à l'objet qu'on souhaite scanner, souvent avec la plateforme rotative. Et ce trépied peut venir se régler de différentes manières. La première en hauteur, et on peut faire complètement pivoter notre scanner grâce à ce dernier. Souvent, quand on vient utiliser le trépied, on va venir l'utiliser avec la plateforme rotative motorisée sur deux axes, c'est-à-dire qu'elle pivote aussi bien sur 360 degrés, donc ce qui nous permet de couvrir l'ensemble du sujet lors du scan, mais également, comme je le disais, sur deux axes, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'incliner à plus ou moins 30 degrés de chaque côté, ce qui va nous permettre d'avoir une couverture complète de notre pièce. Concrètement, ça va éviter de réaliser trop de manipulations par votre part et en plus, ça va vous permettre d'utiliser le scanner couleur. Oui, le scanner peut scanner votre pièce en couleur et donc ça, c'est utilisable notamment quand vous utilisez la plateforme et le scanner ensemble. Ensuite, on va avoir les kits de blocs marqueurs. Qu'est-ce que les blocs marqueurs? Ces petites formes géométriques avec des pastilles réfléchissantes dessus, c'est ce qui va vous permettre de réaliser des scans avec des pièces qui n'ont pas forcément de géométrie distincte ou des surfaces planes. Et grâce à cette dernière, votre scanner va avoir un tracking beaucoup plus important de votre pièce et donc va permettre d'avoir un scan super propre malgré l'absence de forme géométrique distincte ou le fait qu'on scanne des surfaces planes. Vous pouvez voir qu'on en a de différentes formes avec différentes tailles et surtout on en a qui peuvent se fixer sur une petite bande magnétique qu'on peut venir fixer sur notre plateforme rotative. L'avantage de ces blocs-là, c'est que ça va nous éviter de devoir positionner les pastilles réfléchissantes manuellement. Dans certains cas, tel que c'est le cas sur cette pièce-là, on ne va pas avoir le choix puisqu'on a des formes qui sont quand même très complexes et donc notre scanner va forcément avoir besoin de ces marqueurs-là sur cette forme géométrique très précise. RevoPoint nous recommande de les positionner entre 6 et 7 cm les unes entre les autres et d'en avoir au minimum 5 par image scannée. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas forcément respecté cette règle ici puisqu'en fait notre pièce est cylindrique, donc en fait pour avoir une couverture optimale de nos pastilles et de notre scan, j'en ai positionné beaucoup très proches les unes des autres. L'avantage de ces pastilles, c'est qu'on va pouvoir les positionner sur n'importe quelle pièce et n'importe quelle surface. Donc que notre pièce soit noire ou brillante, ce qui peut des fois empêcher le scan, et bien ça va pas poser de souci puisqu'on peut les positionner dessus. On a également dans notre kit la plateforme de calibration qui nous est fournie. Ça, en général, la calibration, je vous conseille de le faire avant chaque usage, tout comme la mise en température de notre scanner au moins 10 minutes avant utilisation. Car oui, la température peut avoir de l'impact sur nos optiques et donc c'est important de faire cette mise en température pour éviter d'avoir des erreurs d'autolérancement ou des erreurs de scan. Le scanner, il intègre une ventilation interne, c'est pour éviter les dérives lors du scan, c'est-à-dire que la chaleur, comme je vous le disais, ça peut vraiment jouer sur la qualité et la résolution de votre scan final. Avant de commencer à scanner, il faut mettre en température notre scanner, mais également on va s'assurer d'avoir un ordinateur puissant. Puisque, comme on l'a vu auparavant, le scanner va vraiment envoyer tous les traitements et les calculs à notre ordinateur. Et donc, pour que cela puisse se faire en toute fluidité, il faut vraiment une unité de puissance importante. Le gros intérêt d'avoir un ordinateur puissant, c'est que ça va nous permettre d'utiliser le scanner à son plein potentiel. RevoPoint recommande pour ça, sur un Windows, d'avoir un Intel Core i9 64 Go de RAM en carte graphique, une RTX 4060 ou supérieure. Et pour Mac, une puce M2 ou M3 Pro ou Max avec au moins 24 Go de RAM. D'ailleurs, on a essayé de tester le scanner avec le logiciel sur différents ordinateurs moins puissants et en fait, il faut vraiment se tenir aux recommandations que RevoPoint nous donne. Dernier point avant de se lancer dans le scan, c'est lancer le test de précision sur notre software. En fait, ce dernier va vérifier que notre scanner reste bien dans les tolérancements
en vérifiant les composants de votre ordinateur et en vérifiant qu'aucun défaut ne soit présent sur ce dernier. Et une fois que tout ça est validé, on va pouvoir passer au scan en lui-même. Pour scanner vos pièces, le Metro X intègre 4 modes que vous pouvez venir utiliser selon la pièce que vous allez scanner. Le premier, c'est les lignes croisées. Ce mode, il utilise 14 lignes bleues croisées. Ça va vous permettre de scanner des pièces même avec des finitions brillantes ou sombres sans utiliser de spray de numérisation. Le gros avantage aussi, c'est sa capacité de capture. Il est capable de faire 800 points par seconde, ce qui va assurer une numérisation plutôt rapide et relativement précise de vos pièces. Cependant, si vous souhaitez réaliser des scans précis, vous pouvez utiliser les lignes parallèles. Les lignes parallèles, ça va déployer 7 lignes laser bleues parallèles. Ce mode, ça va être idéal, comme je vous le disais, pour réaliser du scan de pièces fines avec beaucoup de détails sur des surfaces complexes. Ça va garantir une numérisation super précise pour le coup de votre modèle 3D. Ça va venir capturer toutes les petites subtilités de votre objet et ça pour les projets avec beaucoup de précision, ça va vous permettre d'obtenir une grande fidélité de reproduction. Le prochain mode, c'est les lumières structurées bleu plein champ ou full field. Ce mode utilise 62 lignes de lumière structurée bleue, ce qui va vous permettre de capturer efficacement des grands volumes et des volumes qui sont homogènes, qui contiennent un nombre élevé ou faible de détails. Ça va vous permettre de capturer jusqu'à 7 millions de points par seconde, donc ce qui va vous offrir une numérisation super fluide sans l'ajout de marqueurs et en quelques secondes seulement. Et le tout dernier mode, c'est le mode dont je vous parlais au tout début de vidéo avec le plateau tournant automatisé. L'avantage de ce mode, comme je vous le disais, c'est que ça va libérer l'utilisateur de toute intervention manuelle et vraiment en un seul clic et une seule action sur le logiciel, ça va permettre de synchroniser le plateau et le scanner pour réaliser simultanément un scan plus une rotation. Le gros avantage de ce procédé-là, c'est comme je vous le disais, ça va permettre de couvrir l'ensemble de notre pièce et donc d'avoir une reproduction ultra fidèle. Donc quasiment d'avoir un projet fini lors du scan. Concernant la précision métrologique du Metro X, ce dernier peut scanner jusqu'à 1 micron avec une exactitude jusqu'à 3 microns. Cette précision de scan, ça vous permet sur des applications professionnelles ou sur des projets super exigeants en termes de métrologie d'avoir un résultat et une fidélité de reproduction super intéressant. Comme je vous le disais, le scanner il est équipé d'une caméra HD RGB pour du scan en couleur utilisant le plateau rotatif. Ça permet de réaliser des scans super réalistes avec des couleurs très précises. Ça peut être utilisé dans de la conservation du patrimoine ou de la reproduction de produits. Aussi, pourquoi la lumière bleue? Puisqu'en fait, sa longueur d'onde elle est beaucoup plus courte et ça améliore la résolution optique et la détection des surfaces noires ou brillantes. C'est pour ça qu'on favorise l'utilisation de ce genre de lumière. Vous pouvez, si vous en êtes équipé et vous allez scanner une pièce noire ou brillante, utiliser un spray matifiant sur vos pièces. Ça va faciliter et améliorer le scan en lui-même. Ensuite, il faut quand même se poser la question, quel mode de scan on va venir utiliser? Donc avec la plateforme, les lignes croisées, les lignes parallèles, est-ce qu'on va utiliser le scan couleur ou non? Ça peut être intéressant pour la préparation de notre pièce en amont. Lorsqu'on veut scanner, il faut éviter d'avoir trop de lumière comme c'est le cas actuellement ici, puisque ça peut créer une surface brillante sur notre pièce et donc fausser notre scan. Lors du scan, on peut venir gérer l'exposition lumineuse qui nous permettra d'avoir un scan beaucoup plus fidèle sur les couleurs et la lumière. Aussi, lorsque vous scannez, il faut essayer d'avoir les mouvements les plus fluides et la distance optimale en permanence. Votre logiciel va vous indiquer la distance parfaite que vous devez conserver avec une barre de chargement présente sur la droite et surtout conserver la fluidité dans le mouvement. Souvent, l'erreur, c'est qu'on essaye de scanner beaucoup trop vite et notre scanner perd le tracking, ce qui va par la suite fausser notre numérisation et donc nous forcer à recommencer. C'est un vrai coup de main à prendre, donc n'hésitez pas à vous entraîner à recommencer et recommencer pour vous assurer d'y arriver tout le temps après. Ensuite, lorsque notre scan est fini, qu'on est certain d'avoir couvert l'ensemble des éléments qu'on souhaitait couvrir, on va pouvoir venir transformer notre scan en maillage. Donc c'est-à-dire le format qui va nous permettre d'éditer plus tard notre modèle. À ce moment-là, il va falloir préciser la taille de nos pastilles puisqu'en général, celle-ci, ça va vraiment impacter l'échelle de notre pièce, la précision de notre maillage. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer dans l'édition même de notre maillage sur le logiciel. C'est un premier traitement de notre modèle qui va nous permettre de retirer les éléments qu'on ne souhaite pas conserver. Donc par exemple, des surfaces qui ont été scannées en trop ou des surfaces isolées, ou la présence de trous dans notre modèle. Et donc là, on a plein d'outils à notre disposition pour réaliser ce traitement-là. Pour ce qui est des formats d'exportation de notre modèle et donc le traitement qu'on va pouvoir leur appliquer par la suite, on peut l'utiliser en STL, OBJ, 3MF, FBX, etc. Et donc ça va vraiment dépendre de l'usage que vous allez avoir de votre scan après. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous proposer 3 scans de 3 pièces différentes avec 3 méthodes différentes pour qu'on puisse observer ensemble un petit peu les capacités du scanner. Tout d'abord, le premier scan qu'on va réaliser, ça va être avec la plateforme rotative et la petite statuette qui vous est fournie dans le kit d'ailleurs. Dans notre logiciel, on a deux manières de scan. La première, ça va être scan par marqueur ou scan par caractéristique. Nous, on va scanner par caractéristique. En haut à gauche, je viens sélectionner mon mode de scan et on peut voir que avec le setup que j'ai déjà mis en place avec le trépied, le scanner, la plateforme et la statuette, notre logiciel a déjà un aperçu de notre pièce. Ensuite, sur la droite de notre logiciel, on peut voir le nombre d'FPS et la température de notre scanner.
Également les paramètres de scan, donc le mode de numérisation et le type d'objet qu'on va scanner. On a également la suppression des surfaces, donc lui durant le scan va supprimer les petites surfaces superflues dont on n'a pas besoin et ce qui peut déjà être très pratique puisque ça nous évite de le faire après. Et la distance de scan, typiquement la distance à laquelle notre scanner va capter notre objet. Donc moi dans un premier temps, je vais lui indiquer en mode de numérisation qu'on utilise un plateau tournant automatique. Ensuite, une fois qu'on a bien sélectionné le mode de numérisation, vous pouvez voir que notre modèle est orienté dans le bon sens et qu'on a déjà changé un petit peu de qualité de scan. Ensuite, on va pouvoir indiquer les paramètres du plateau tournant en cliquant juste ici. Ici, on va pouvoir gérer le sens de rotation de notre plateforme, l'intervalle de rotation, la vitesse de rotation et surtout si on souhaite réaliser plusieurs passes de rotation de notre plateau. C'est-à-dire que notre objet va être numérisé avec différentes inclinaisons du plateau. Ici, on peut voir que la première rotation, je suis à 0 degré d'inclinaison, la seconde à 10 degrés et la troisième à moins 10 degrés. Moi, je vais laisser comme ça et je vais valider et ça, c'est les paramétrages qui seront appliqués seulement pour ce scan. Ensuite, on a le type d'objet. On peut venir choisir entre un objet standard de n'importe quelle couleur ou un objet noir, puisque la scan va se comporter différemment en fonction de cela. Maintenant qu'on utilise la plateforme rotative, on peut lui indiquer si on souhaite réaliser un scan en couleur. Ensuite, on peut ajuster la distance de scan, c'est la distance à laquelle donc notre scanner va capter les surfaces qui se trouvent sur notre plateau. On peut venir la régler de sorte à supprimer tous les éléments qu'on ne souhaite pas scanner. Maintenant que j'ai appliqué tous mes paramétrages, je vais pouvoir venir démarrer mon scan. On peut voir que ma plateforme se met à tourner et que mon scan réalise bien la numérisation de mon objet. Maintenant que notre scan est terminé, on peut observer que sur le logiciel, on a obtenu le brut de notre objet. On peut voir qu'il est déjà de très bonne qualité et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les angles de vue et toutes les prises de vue de notre scanner avec les différents angles d'inclinaison. On peut voir aussi qu'il nous a capturé les petites marques du plateau, mais c'est pas grave puisqu'on va pouvoir venir les retirer grâce au logiciel. Pour ça, dans un premier temps, on va pouvoir faire édition en un clic et on va l'appliquer. En fait, l'édition en un clic, ça va permettre à notre logiciel de fusionner tous les points de capture que notre scanner aura captés et ensuite de venir créer le maillage par la suite. On peut voir que là, on a directement obtenu un fichier super propre. Cependant, il reste encore un petit peu de travail à réaliser dessus. Dans un premier temps, comme on disait, on a toutes les petites pastilles, tous les petits points qui traînent autour de notre modèle et ça rend pas très propre, c'est pas très professionnel. Pour ça, on va pouvoir utiliser l'option d'isolation. L'isolation, en gros, elle va capter toutes les petites surfaces qui ont été capturées qui ne sont pas forcément rattachées à notre modèle afin de les supprimer. On peut ensuite indiquer une sensibilité de sélection de cette dernière. Nous, on va laisser à 15% et on va pouvoir faire détecter. On peut voir que là, toutes les zones qui n'étaient pas forcément reliées à notre modèle, il les a entourées en rouge et maintenant, on a juste à appliquer et il les a complètement supprimées. On peut voir cependant qu'il en reste un petit peu tout en bas de notre modèle. Ça, on va pouvoir jouer avec la sensibilité afin d'obtenir le meilleur résultat. Ensuite, on a la détection de chevauchement. Concrètement, c'est la différence entre ce qui a été scanné et ce qui est réellement. C'est-à-dire que le logiciel va capter les points qu'il a pris sur notre modèle et s'il estime qu'il y a un trop gros décalage par rapport à la valeur qu'on va indiquer, il va supprimer le point. Donc là, par exemple, si je lui indique une valeur de 0,16 et que je détecte, il estime que sur cette petite portion-là, il y a un décalage entre la surface mesurée et la surface réelle et donc il va le supprimer. Ensuite, on va avoir le lissage. Alors sur certains modèles, si on souhaite juste obtenir une courbe ou une surface, on peut très bien venir lisser notre modèle histoire de ne pas avoir tous les petits bruits qu'on pourrait avoir sur notre scan. On peut lui indiquer la puissance de sélection et le nombre de fois qu'il va venir répéter cette opération histoire de déterminer le lissage qu'il va pouvoir appliquer sur notre modèle. Là, on peut voir qu'il a vraiment lissé énormément notre modèle et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite obtenir sur ce genre de pièces où il y a beaucoup de détails. Je vais donc revenir au maillage initial et on ne va pas forcément toucher à cette option. Maintenant qu'on a vu toutes ces options, je vais quand même vouloir venir mailler mon modèle. Pour ça, je me rends dans le maillage et là, je vais pouvoir indiquer un petit peu quel type de maillage je veux réaliser. Soit un maillage rapide, soit un maillage de haute qualité. Le maillage rapide, c'est simplement quand on veut récupérer une surface et s'en servir pour de la rétroconception. Et le maillage de haute qualité, c'est typique pour ce genre de pièces puisqu'on souhaite obtenir le plus de détails possible. Donc, on va faire maillage de haute qualité. Cependant, il va y avoir beaucoup plus de temps de traitement et surtout, on va pouvoir indiquer la qualité du maillage qu'on souhaite obtenir. On peut également, lors de la réalisation de cette option, lui demander de remplir automatiquement les trous et lui va venir complètement boucher les surfaces qui seront en trop. J'applique et maintenant, on laisse notre logiciel travailler pendant le temps de réalisation de cette opération. Là, on peut voir que le remplissage qu'il nous a produit, il est quand même un petit peu difforme, il n'est pas forcément super adapté pour notre pièce, mais c'est pas grave puisqu'on va pouvoir traiter manuellement notre modèle. Pour ça, je vais venir me mettre selon un côté de ma pièce, puisqu'en fait là, je sais que c'est la surface de mon plateau qui est juste en dessous, et grâce aux outils présents sur la droite, je vais pouvoir venir sélectionner les parties de mon maillage que je souhaite supprimer. Je prends le rectangle et je vais venir sélectionner la zone que je souhaite supprimer et je vais faire sup sur mon clavier. Là, on peut voir que j'ai quand même supprimé une énorme partie de ce qu'il nous avait généré, mais du coup, derrière, j'ai recréé un trou. C'est pas grave, on va venir finir le traitement manuellement en supprimant toutes les petites surfaces qu'on ne souhaite pas garder et ensuite on rebouchera le trou. Pour supprimer manuellement le restant de ce que je viens de traiter, je vais pouvoir utiliser différents outils de sélection.
Le premier, ça va être une sélection par polygone, c'est-à-dire que je vais placer des traits droits et je vais créer un contour fermé. Une fois que j'ai complètement fermé ce contour, je supprime et de la même manière que mon rectangle. Ensuite, je vais retrouver la sélection par lasso qui est exactement la même que les précédentes, simplement j'ai plus de liberté dans la réalisation de la forme que je veux sélectionner. Une autre option dont je vais pouvoir me servir pour découper les surfaces que je ne souhaite pas garder, c'est l'option découpe. Cette option va me permettre de sélectionner seulement une partie de mon maillage et d'en sélectionner une autre. Ensuite, je vais pouvoir supprimer de la même manière que les autres options. On peut voir que ça fait une coupe droite, ce qui peut sur certains modèles très simples avec des formes géométriques assez standards être super simple d'utilisation. Maintenant que j'estime avoir complètement terminé de retirer les surfaces en trop qu'il y a sur mon modèle, je vais pouvoir venir fermer le trou qu'il y avait en dessous. On va se rendre dans l'option remplissage des trous et on va choisir la méthode de remplissage qu'on va vouloir utiliser. On en a deux, la méthode plan ou la méthode courbe. Ça va dépendre du modèle géométrique qu'on souhaite boucher. Nous, en l'occurrence, c'est un plan. Je vais faire détecter et notre logiciel a parfaitement compris qu'en dessous de notre modèle, il y avait un trou, il va falloir le reboucher. Ensuite, grâce aux outils de sélection sur la droite, je vais venir sélectionner le trou que je souhaite reboucher, puis venir cliquer sur appliquer. On peut voir que notre logiciel a correctement fermé le trou et que notre surface elle est parfaitement utilisable désormais. Maintenant que notre modèle a parfaitement été traité et qu'il est maillé, on va pouvoir venir l'exporter dans le format qu'on souhaite. Comme vous pouvez le voir sur l'interface, le logiciel nous propose de l'envoyer directement sur Revo Design si jamais c'est une pièce de rétroconception. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez qu'on aborde ensemble la rétroconception et toutes les petites options et les tips à savoir, en nous laissant un petit commentaire et en nous expliquant pourquoi ça pourrait vous servir et les projets que vous souhaiteriez réaliser avec un scanner et ce genre de logiciel. Pour parler un petit peu plus de l'export, vous avez un bouton dédié qui s'appelle exporter le modèle. Quand on clique dessus, on peut voir qu'on a exporté tous les modèles, le nuage de points ou le modèle maillé. L'avantage, c'est que peu importe le format de fichier dont on a besoin après pour le logiciel dans lequel on veut balancer notre modèle, RevoPoint nous donne cette possibilité. Nous, on va seulement exporter le modèle maillé et on peut voir que dans la liste qui nous est proposée, on a plein de formats qui peuvent être super utiles selon le logiciel qu'on va employer derrière. Nous, on va faire comme si on voulait juste imprimer notre objet brut et donc l'envoyer à l'impression 3D. Donc on peut très bien utiliser le format STL et le balancer dans notre slicer par la suite. Ensuite, pour le second scan, on va pouvoir utiliser le scan par marqueur. Pourquoi le scan par marqueur ? Simplement, on est cette fois-ci sur une pièce complexe avec des formes et des courbes assez compliquées et surtout on va être obligé de placer des marqueurs puisqu'on a une surface noire, même si on va voir ensemble que le logiciel nous permet de faciliter ce genre de choses. Dans mon logiciel, une nouvelle fois, je suis venu sélectionner scan par marqueur et on peut voir qu'ici, j'ai d'autres paramètres qui se sont mis à ma disposition. Dans mon menu à droite, on voit bien que le mode de numérisation, c'est ligne parallèle et surtout que le mode de suivi, ça va être suivi des marqueurs. Nous, ce qu'on veut scanner, c'est encore un objet, mais ça sera un objet noir. Et ça, il faut bien le préciser. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné tous mes paramètres, je vais pouvoir venir utiliser les boutons présents sur mon scanner pour lancer le scan. Et là, on voit bien que sur mon logiciel, tout se génère et qu'il faut que j'essaye de respecter au maximum la distance par rapport à mon objet. On peut voir également que je joue grâce aux deux boutons plus et moins présents sur mon scanner sur l'exposition de la caméra, ce qui va me permettre de capturer plus ou moins facilement certaines surfaces. Maintenant que j'ai terminé mon scan et que j'estime avoir capturé le plus de nuages de points possible, comme la dernière fois, on va pouvoir passer au traitement de notre modèle. Donc pour ça, j'ai cliqué sur terminer et on voit que notre logiciel a déjà réalisé un premier nuage de points. Comme la dernière fois, on va pouvoir faire édition en un clic puisque ça reste le plus simple et que notre logiciel va tout réaliser lui-même. Et on va faire appliquer. Là, comme on peut le voir, ça va prendre un certain temps puisqu'on a réalisé un scan avec beaucoup de points et surtout avec une grosse précision. Là, l'utilisation de ce genre de scan, ça va plus me servir dans de la rétroconception ou pour adapter une pièce par rapport à un élément existant. Et moi, c'est ce que je souhaite réaliser maintenant. On peut voir qu'au bout de ma pièce et surtout sur ma pièce en elle-même, il y a un empattement et une disposition des tubes qui sont très spécifiques et je voudrais pouvoir adapter une pièce par rapport à cet ensemble-là. Le scan avec les lignes parallèles, ça va surtout me permettre d'avoir une grande précision dimensionnelle, ce qui va faire que ma modélisation ou ma rétroconception autour de ce modèle que j'aurai scanné sera juste. De la même manière, je vais venir épurer le plus possible mon modèle et m'en servir comme référence pour ma modélisation. Je viens supprimer les deux petits marqueurs que j'ai utilisés sur le dessus de ma pièce pour montrer qu'il y avait une surface plane. Et là, on peut voir que j'ai récupéré une surface qui va pouvoir me servir une fois que je l'aurai rebouché. Et ensuite, je vais directement le convertir en maillage afin de pouvoir refermer les surfaces du dessus et du dessous, ce qui me permettront d'utiliser la pièce en rétroconception une nouvelle fois. En ce qui concerne cette fois-ci le troisième type de scan, on va réaliser une numérisation avec le mode Full Field en mode par objet. Ce mode, comme je vous le disais au tout début, va nous permettre une numérisation super rapide via la création de 7000 points par seconde et donc sur des objets assez grands ou plutôt homogènes en termes de géométrie, ça va pouvoir faciliter la tâche. Une nouvelle fois, dans notre logiciel, on va utiliser le scan par caractéristique. Comme je le disais, on va utiliser le mode champ complet avec le type d'objet, donc un objet classique de cette taille-là.
Et ensuite, on va quand même utiliser la suppression des surfaces, puisque bah, là, elle est posée sur une table, sur un bureau, et donc s'il scanne le sol, il va pouvoir le supprimer de lui-même durant le scan. Une fois que mon scanner est prêt, je vais devoir commencer à scanner par l'endroit qui va me permettre de créer le plus de points de référence pour lui. Comme ça, durant le scan, ça va éviter à notre scanner de perdre le tracking et surtout de permettre une numérisation beaucoup plus simple. L'avantage, et surtout si vous êtes équipé d'un ordinateur haute performance, c'est que vous allez pouvoir scanner très très vite et sans perdre le tracking. Et hop, je commence à scanner tout en maintenant la distance parfaite pour pouvoir scanner correctement ma pièce. Et là, on peut voir que je peux quand même aller beaucoup plus vite et que mon logiciel il arrive à suivre ainsi que mon ordinateur aussi. Une option dont j'avais pas encore parlé, c'est lors de notre scan, si on réalise une erreur de scan, on va pouvoir très bien retourner en arrière, en tout cas une version antérieure de notre scan. Tout simplement en faisant CTRL Z. Alors avant ça, il faut faire pause, CTRL Z et on reprendra le scan. Mais au moins, ça me permet de corriger une erreur durant la réalisation de mon scan. Et au moins, je peux assurer toujours le meilleur rendu de ce dernier. De temps en temps, comme ça a pu arriver, je viens de perdre le tracking. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre sur une surface connue, hop, qui est celle-ci, celle de départ, et ça y est, je peux repartir scanner. L'avantage, comme on le disait, c'est que sur des très grands volumes, ça nous permet vraiment une capture très rapide et très efficace avec les détails dont on a besoin, et en l'occurrence, ça nous permettra, là, dans notre cas, de pouvoir adapter une pièce sur notre aspirateur. Une fois notre scan terminé et qu'on observe notre logiciel, on peut voir qu'on a effectivement réussi à scanner l'ensemble de l'aspirateur, on y retrouve effectivement toutes les formes dont on avait besoin, et avec une précision quand même assez élevée et des surfaces très lisses. Pour être honnête, j'ai dû recommencer une nouvelle fois puisque la première fois, le scanner perdait vraiment tout le temps le tracking et en fait, c'est dû à la lumière. J'avais beaucoup trop de réflexion sur ma pièce, trop de lumière différente qui s'appliquait sur mon aspirateur et donc ça a vraiment empêché mon scan. Mais là, on peut voir qu'une fois fait correctement dans le noir avec les bonnes conditions, j'ai obtenu une pièce parfaite et surtout, j'ai toutes les références dont j'avais besoin. Le traitement du modèle, il se fait de la même manière que les autres fois. On a quand même le bouton édition en un clic qui nous facilite grandement la tâche. Et ensuite, il a fallu et il faudrait que je retraite encore une fois un petit peu mieux ma pièce en supprimant les surfaces superflues ou les surfaces qui nous servent à rien. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé pour les autres modèles, mais les scans que j'ai réalisés, ils m'ont pris en réalité très peu de temps. Pour celui-là, franchement, j'ai eu pour 10 minutes de scan réel avec, on va dire, 5 minutes de traitement par mon logiciel. D'ailleurs, je vous mets à l'écran les temps pour les 3 scans que j'ai réalisés. En fait, on peut voir que ça a été très rapide et surtout, ce qui va prendre du temps souvent, c'est le post-traitement de notre mèche. Ce qu'on peut quand même observer au final avec le Metro X et le logiciel qui l'embarque, c'est qu'on peut réaliser des scans avec plein de modes différents et surtout sur plein de surfaces différentes et ça, c'est vraiment le gros point fort. On peut voir que j'ai quand même traité plein de pièces différentes, à savoir un scan sur un plateau, un aspirateur, un tube avec différents types de scans et le logiciel à chaque fois et le scanner surtout ont répondu présent avec une haute qualité. Et maintenant, pour ceux qui ont suivi l'intégralité de la vidéo, on en arrive à la partie où on vous fait gagner le Metro X. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il va falloir aimer la vidéo, la commenter et la partager sur le réseau de votre choix. Et nous, dans 5 jours, on vous fera le tirage au sort et on annoncera sur nos réseaux le gagnant. Si vous souhaitez, vous avez un petit rappel dans la description des modalités de participation du concours, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et voilà, désormais, vous en savez beaucoup plus sur le Metro X, que contient le kit, les capacités du scanner et du logiciel et surtout les cas d'application. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et à aimer et partager la vidéo et ainsi vous abonner à la chaîne. De plus, n'hésitez pas à nous faire savoir si une vidéo sur la rétroconception et la réalisation d'un projet du scan jusqu'à l'impression pourrait vous intéresser et là on pourra prendre le temps d'expliquer un petit peu plus la partie de rétroconception. Pareil, si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voudriez discuter, l'espace commentaire est fait pour ça et nous on prendra le temps de vous répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.